Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute! Mais là, je tombe dans le cabinet où justement, tout le monde est mis en valeur. L'expert comptable mange avec nous. C'est un sujet aussi. C'est un sujet. Il ne va pas au resto tout seul dans son coin, il mange avec toi. Tu es un collègue comme un autre. Il n'y a pas de « je suis l'expert comptable et puis toi… » Je ne m'assieds pas à la table des collaborateurs. Exactement. Et puis, je découvre de manière plus prononcée la relation client, les déplacements, l'importance d'aller chez le client. Là, tu retrouves un peu peut-être le côté humain. Tu sais, tu disais que c'était super important pour toi et que c'était pour ça que tu t'étais lancée dans le médico-social. Ouais. Et justement, là, quand tu es avec le client te le rend. Il y a plusieurs choses. C'est que quand tu vas chez le client pour traiter sa compta, tu découvres son activité, tu apprends plein de choses de ton client et ne serait-ce que des fois, il va te dire quelque chose de personnel, mais ça va t'aider dans la compta pour comprendre quelque chose ou même pour lui proposer quelque chose. Et donc ça, c'est important. Est-ce que tu as des exemples peut-être de, je sais pas, tu vois, où tu te disais, ce client, il me donne jamais les factures, il est pénible, et puis en fait, tu vas chez lui, tu comprends qu'en fait, je sais pas, il n'arrive pas à recruter, il a un salarié qui vient d'avoir un accident du travail et il doit gérer, il doit faire le job de 2-3 personnes, et là, tu te dis, ah ouais, en fait, je comprends pourquoi il n'a pas le temps de s'occuper de la compta. Enfin, je sais pas, des exemples comme ça. Non, là, j'en ai pas en tête, mais ce que tu dis est vrai. Et d'ailleurs, je le dis souvent aux gens qui viennent nous voir et qui créent leur société, c'est que le côté administratif, il est important, il ne faut pas le négliger. Après, il faut leur expliquer qu'on se met aussi à leur place parce que c'est difficile d'être à la fois sur le terrain et dans l'administratif. Surtout que c'est quelque chose que eux ne comprennent pas forcément. Donc, notre rôle, finalement, en tant que collaborateur ou expert comptable, c'est justement de les accompagner, de bien leur donner tous les tenants et les aboutissants de notre job pour qu'eux, ils soient finalement un vrai partenaire. C'est ça qui est important. Et puis, la relation que tu vas tisser avec ton client et la reconnaissance que lui va te donner. Au moins ça. C'est les rassurer aussi, parce que tu sais, j'entends des fois des entrepreneurs qui, en fait, tu sais, quand ils ont le rendez-vous bilan, en fait, ils sont en stress d'arriver, de savoir quel va être le résultat, est-ce que j'ai fait une bonne année ou pas, et vraiment, ils sont ultra stressés, et après, quand ils ressortent du rendez-vous, ils disent « Oh, bah c'est bon, ça s'est bien passé », mais je trouve ça fou, tu vois, la pression des fois que certains se mettent sur l'administratif et de se dire « Oh là là, il faut que j'ai un bon résultat », alors qu'en plus, ils nous demandent le résultat, je veux dire, tu peux en discuter avec eux au téléphone avant le rendez-vous plutôt que d'avoir la surprise et de se dire mince, je sais pas du tout où je vais, je sais pas du tout si je suis rentable ou pas. C'est important de leur expliquer aussi au moment du rendez-vous bilan, de bien leur expliquer et pas parler le même jargon que nous on va parler entre nous parce que lui il n'y connaît rien. Les FNP, les cut-off. Exactement, l'IS, c'est quoi l'IS C'est l'impôt société. C'est vrai qu'on a cette manie, mais bon, c'est un tic, c'est normal, dans toutes les professions, tu trouveras ça. Mais après aussi, notre job, c'est de ne pas attendre le bilan et de le faire tout au long de la mission. De les voir régulièrement, justement, pour pas qu'il arrive au moment du bilan et qu'il soit stressé. Non, quand il arrive au moment du bilan, il sait déjà plus ou moins où est-ce qu'il en est. C'est ça aussi notre job. Et de
le fait d'anticiper le résultat qu'on va sortir, ça permet aussi d'optimiser et de faire en sorte qu'il ait quelque chose qui réponde à ses besoins, s'il a besoin d'un financement ou ce genre de choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je mettrai le bémol sur, le fait que je suis d'accord sur ce que ça devrait être notre rôle, mais des fois, c'est compliqué de faire, tu vois, quand on est en cabinet, peut-être des fois, et qu'on a plein de dossiers à gérer, qu'on est en période fiscale, et qu'on te dit, oui, mais il faut que tu anticipes les besoins de ton client, etc., alors que tu es sous l'eau. Et c'est aussi ce qui est dommage, puisqu'au final, tu vois, des fois, même souvent... vu la pénurie de recrutement qu'on a, on se retrouve forcément avec des personnes qui sont surchargées, qui n'ont pas le temps justement de se consacrer à ce qui finalement est important pour le client, parce que le client, on va se dire cash, il s'en fout de son bilan, de son résultat. Lui, il veut payer le moins d'impôts possible, il veut être le plus rentable, il veut pouvoir obtenir son financement. Et en fait, c'est des choses des fois qu'on n'a pas le temps de faire. Justement, ça c'est le job du dirigeant, enfin de l'expert comptable qui dirige son cabinet, c'est qu'il doit budgéter et il doit prévoir une marge de manœuvre pour ses collaborateurs pour qu'ils aient le temps de se documenter et de ne pas les surcharger, quitte à surstaffer les équipes, avoir des gens qui sont là un peu en battement, mais qui sont là aussi pour soulager les collaborateurs. Et puis il y a d'autres dossiers qui vont rentrer, donc il sera déjà là, il sera déjà, on va dire, formaté entre guillemets aux valeurs du cabinet. Mais il faut pouvoir, ça c'est vraiment le boulot de l'expert comptable, c'est d'anticiper, de bien budgéter, de manière à pas surcharger ses collabs pour qu'ils aient ce temps et qu'ils puissent s'épanouir, parce que un collaborateur qui n'est pas surchargé, qui va se documenter, va pouvoir apporter du conseil, va pouvoir aller chez le client, et du coup, il va se sentir aussi valorisé. Comme quoi, la valorisation, ça passe pas que par la rémunération, ça passe aussi par les missions. Et donc tu disais tout ce qui est la relation client, qui est en fait super importante, et le fait de leur apporter une valeur, au final, c'est plutôt un cercle vertueux, parce que le client va être content des services du cabinet, et peut-être qu'il va même accepter de payer plus cher, de payer pour du conseil, ce qui fait qu'au final, le cabinet va gagner plus d'argent, donc va pouvoir plus recruter. Au final, c'est un cercle vertueux. Bien sûr, et puis c'est important à tous les niveaux, comme tu dis, tant au niveau du client, mais aussi le collaborateur, par exemple, qui est dans un cabinet où l'expert comptable, lui, on va dire, il a d'autres priorités dans son cabinet que le bien-être de ses salariés. Le fait que le client on revient à l'humain, à son collaborateur, qu'il est satisfait du service, fait que le collaborateur sera content aussi, bien que l'expert comptable ne lui aura pas rendu de l'autre manière. Mais ça aide aussi à maintenir les gens. Et c'est super important, la valorisation par la reconnaissance et par la reconnaissance. Le sentiment de se sentir utile. Ouais, c'est ça. L'humain, en fait, tout simplement. Donc là, si on revient un peu au déroulé, tu es dans ce nouveau cabinet où tu es collaboratrice et tu n'es plus, tu n'as pas de mission de management. Voilà, je fais mon petit travail quotidien. En même temps, tu valides tes UE. Je passe mon DSCG, donc j'opte pour management, contrôle de gestion, à essayer de valider au moins à 12. Donc là, tu valides ton DSCG puisque tu as 13 à management, contrôle de gestion. Donc maintenant, dernière étape, c'est le stage. C'est ça. Donc je le fais au sein du cabinet où je suis, donc à Saint-Mandé. Donc en fait, au niveau des missions par rapport au stage, ça n'évolue pas. En fait, j'arrive pas à percevoir les perspectives d'évolution, même si je pense qu'il y en avait, mais le problème, c'est qu'il est plutôt interne. C'est que moi, j'ai besoin de me projeter. Enfin, ça se voit dans mon parcours. J'avais toujours besoin de tout cadrer pour avoir un objectif fixe. Donc, le fait d'être dans le néant, là, ça m'a pas aidé. Après, j'avais une manager qui était excellente, mais pas diplomate. Et donc, ça ne correspondait pas à mon caractère.
Donc, j'ai dû partir. Enfin, je suis partie de mon propre chef. Donc, j'ai essayé de trouver quelque chose où je pourrais faire mon stage avec des missions à plus forte valeur ajoutée, avec un poste plus qui serait tourné vers le management de personnes. Et puis, des missions un peu plus en rapport avec le cursus, notamment tout ce qui est gestion du cabinet, puisque en fait, à aucun moment du cursus du stage ou même dans la plupart des cabinets, finalement, on te cantonne à des tâches de collaborateur et tu vois pas comment gérer un cabinet ou comment t'apprendre à exercer ton métier. Ça, c'est un vrai sujet parce que on peut passer le deck et quand on parle, on se dit oui, on est expert comptable, on fait du conseil, de l'accompagnement, on fait de la compta, on produit des comptes, mais souvent, la plupart du temps, on est associé et du coup, il y a aussi le côté un peu entrepreneur de comment tu gères ta propre boîte et c'est des choses qu'on nous apprend pas dans le cursus. On nous dit pas comment tu fais ta stratégie marketing, comment tu recrutes des gens, comment tu calcules ta rentabilité, est-ce que tu fais un suivi des temps ou pas. Il y a 2 teams. Est-ce que tu mets tes collabs à 40 heures? Est-ce que tu les mets à 35? Enfin, tout ce genre de choses qu'on n'apprend pas Exactement. en fait. Et du coup, donc tu trouves un cabinet qui te propose peut-être d'avoir plus d'émissions organisationnelles? C'est ça, donc j'atterris à Créteil. Donc dans un cabinet dirigé par 2 femmes. Donc déjà, je me dis, bon, elles vont mieux comprendre mes problématiques. Elles sont passées par là, certainement. En tout cas, elles sont femmes. Elles ont passé le deck. Est-ce qu'elles ont des enfants? Bon, ça, on ne sait pas. Mais je me suis dit, voilà, elles vont mieux comprendre. Donc, elles vont pouvoir répondre peut-être mieux à mes attentes. D'ailleurs, c'est ce qui était proposé. C'était qu'il y avait une place de chef de mission à faire. Donc, je me suis dit, on y va. Sauf que dans les faits, c'était pareil. Finalement, on m'a recrutée parce que j'avais potentiellement un niveau technique plus élevé qu'un collaborateur de DCG ou de DSCG. Mais après, en termes de mission, je faisais le poste de collaborateur lambda. Je n'ai pas assisté à un rendez-vous bilan, je n'ai pas assisté à un rendez-vous prospect. Même sur les lettres de mission, on ne m'a pas confié une lettre de mission à faire, alors que c'est quand même la base des choses qu'on devrait apprendre. Ta lettre de mission, si tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui peut-être sont pas encore vraiment dans le vif du sujet. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. La lettre de mission, c'est le contrat qui lie l'expert comptable à son client. Donc, dedans, on retrouve toutes les obligations et tous les droits et obligations de chacune des parties, les responsabilités et puis les différentes tâches qui sont faites soit par le client, soit par le cabinet. Donc, ça sert de contrat, c'est la base. C'est le début pas de la relation client, mais en tout cas de la relation commerciale, formelle, en tant que prestataire, quoi. Tout à fait. Donc voilà, j'ai tourné en rond, mais j'ai fini mon stage là-bas. Ah, t'es quand même restée? Je suis quand même restée parce qu'en plus, du coup, j'ai eu mon 3e enfant à ce moment-là. Parce que l'idée de départ, c'était un diplôme, un enfant. Bon, je me suis arrêtée à 3. Après le deck, tu vas peut-être passer à un 4e. Non, je fais pas. Non. Les 3e sont trop durs. Donc, je me suis... Et puis, franchement, en vrai, par rapport à toute la paperasse qu'il y a à faire autour du stage, quand tu changes de maître de stage et tout ça, ça valait pas le coup. Mais ça, alors j'ai entendu, je sais pas je pense que c'est une rumeur qui court, mais comme quoi on peut pas trop changer de maître de stage, sinon ça nous invalide des périodes ou autre, mais je crois qu'il n'y a pas de limite. À partir du moment où tu n'as pas de trou, on va dire, dans tes heures sur une année, si tu quittes un employeur le vendredi et que tu reprends le lundi, il n'y a pas de souci. C'est juste que il y a plein de papiers à remplir quand tu quittes ton ancien maître de stage, autant quand tu prends ton nouveau maître de stage. C'est juste ça. Après, c'est vrai que la période de stage, elle est quand même compliquée. On est vachement seul. Donc, parce que, premièrement, par rapport au cabinet, parce que le maître de stage, finalement, dans la plupart des cas, il ne fait pas vraiment son rôle d'accompagnateur dans ton futur poste ou dans ta future position. Et aussi en termes de modules de formation qui sont proposés, il y a des choses qui ne sont pas adaptées
ou qui manquent, notamment sur la gestion d'un cabinet, mais aussi les différentes possibilités qui s'offrent à nous après pour pouvoir exercer la profession. Tu dis qu'on se sent seul et peut-être aussi qu'on n'est pas forcément toujours accompagné par son tuteur, parce qu'il faut rappeler que quand même, vu qu'on est en stage d'expertise comptable, a priori, au bout de 3 ans, on est censé pouvoir être expert comptable. Et donc, quand on pense à expert comptable, on pense à mission de conseil, de valeur ajoutée. Et justement, quand toi, c'était ton cas, au final, on t'a pas vraiment formé sur ces sujets-là. Est-ce que tu te sentais, à la fin de ton stage, tu te sentais quand même légitime à passer le deck et à te dire, au final, surtout ces missions-là, j'en ai pas forcément fait. C'était quoi ton ressenti par rapport à ça ? En termes de légitimité par rapport à la technique, oui, parce que forcément, tu as gagné en expérience, même si tu as fait du travail de collaborateur, ça t'aide toujours parce que tu vois des missions variées. Par contre, en termes de légitimité client, c'est plus compliqué, surtout quand tu n'as pas beaucoup finalement, de relations avec ton client, notamment pour ne serait-ce qu'un rendez-vous prospect ou un rendez-vous bilan, parce qu'après, ça, dans le dernier cabinet, ça ne s'est pas fait. Autant chez le cabinet d'avant, oui, je pense que j'aurais pu gagner en crédibilité au niveau des clients, mais dans la majeure partie des cabinets, on ne te propose pas ça. Donc, c'est vrai que tu sors diplômé, mais finalement, ton diplôme, c'est compliqué de poser sa plaque après derrière, parce que tu te dis, mais comment je vais faire ? Je sais pas gérer un cabinet. Et surtout si tu sais faire que des bilans, entre guillemets, alors qu'on sait bien que le client... c'est une obligation pour lui de tenir une compta, mais il attend plus d'un expert comptable que juste tenir sa compta. Et si tu n'as jamais fait vraiment de valeur ajoutée et de conseils, comment t'apprends si demain tu as ton deck, tu crées ton cabinet tout seul, c'est compliqué. Est-ce que tu penses que peut-être justement, comment on pourrait se former plus à la valeur ajoutée au conseil ? Peut-être tout simplement changer de cabinet si on ne se sent pas... accompagné dans ce parcours de devenir expert comptable ? C'est ça. Si tu te sens pas accompagné, il faut essayer de chercher la perle rare qui t'accompagnera, parce que c'est super important. Pour moi, l'accompagnement, il est primordial. Moi, je me suis sentie seule à plusieurs moments de mon cursus, surtout quand tu échoues, parce que du coup... les amis que tu t'es fait, eux, ils ont réussi. Donc toi, tu te retrouves derrière. Tu parles des épreuves du deck ? De tout. De toutes les épreuves. Parce que tu as remarqué que j'ai pas tout validé d'un coup. Donc, mais t'as pas lâché. J'ai pas lâché. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu te sens seule. Et si t'as pas la volonté, tu lâches l'affaire. D'ailleurs, il y a des gens que j'ai côtoyés durant mon cursus qui n'ont pas été jusqu'au bout. Dans ma classe de DSCG, je crois qu'on est 3 ou 4 à avoir été jusqu'au deck. Donc il y a un problème d'accompagnement. Alors je dis pas au niveau des études, peut-être, c'est une question à se poser, mais en tout cas, si on lâche, c'est peut-être qu'on n'a pas l'accompagnement aussi en cabinet qu'il faudrait. Avoir un maître de stage, enfin avant le stage, avoir un expert comptable qui nous pousse aussi à continuer et à nous donner les moyens de continuer. C'est vrai qu'on parle beaucoup de pénurie en ce moment, en tout cas les cabinets ont du problème à recruter, et moi j'ai l'impression que c'est pas tant le recrutement non plus, c'est après de garder les gens dans la profession, parce qu'en fait il y en a tous les ans, il y a je pense des milliers d'étudiants qui se lancent dans la compta, en DCG par exemple, puis en DSCG, et puis souvent en fait quand on arrive en cabinet, moi je le vois en tout cas à titre perso, c'est un peu la douche froide, dans le sens où en fait le discours des institutions et des écoles, c'est plutôt de te dire le métier c'est du conseil, de l'accompagnement, et en fait tu valides ton master, tu te dis bon ça y est, je me lance dans le stage deck, je vais faire tout ça en fait, et sauf qu'en fait la plupart du temps on me dit non, t'es trop jeune, ou faut que tu fasses ton expérience sur des missions, on va dire, à faible valeur ajoutée. Et sauf que le fait est que, en fait, quand t'es stagiaire, oui, t'es certes collaborateur, mais normalement, au bout des 3 ans, tu es censé, donc tu ne peux pas tout connaître comme on l'a dit,
mais tu es censé quand même pouvoir être expert comptable, même si tu n'es pas obligé de t'installer directement, tu peux forcément attendre, mais en tout cas, tu es censé pouvoir être expert comptable et apporter justement cette valeur ajoutée qu'on ne nous enseigne pas finalement trop dans les cabinets et des fois les cabinets ça peut dégoûter aussi pas mal de gens qui arrivent en cabinet et qui se disent en fait c'est pas pour ça que j'avais signé, tu vois ce que je veux dire, qui se sentent un peu arnaqués au final. Non, mais c'est complètement vrai, dans le sens en plus où il y a un, il y a un phénomène, alors j'ai plus le nom en tête, où parce que moi j'ai trimé, tu dois trimer aussi. Et donc du coup, on ne prend pas en compte les besoins des stagiaires. Et j'ai perdu le fil. Et du coup, ils reproduisent le schéma qu'ils ont eu eux-mêmes où il faut passer par X années de production et de faire un bilan parfaitement avant de pouvoir accéder à la valeur ajoutée. C'est exactement ça. C'est que en fait, finalement, on va te dire d'attendre à chaque fois que tu dois acquérir l'expérience nécessaire. Et donc, tu vas faire des bilans. Et puis, on va jamais te donner des missions plus importantes parce que ton bilan, il y a toujours des choses à dire. Sauf qu'en vrai, un bilan peut être fait par 15 experts comptables différents, il sera jamais le même parce que la perception, elle est complètement différente. Sauf qu'il y a des gens qui, qui s'acharnent sur ça, sur le fait qu'il faut que le bilan soit parfait pour que on puisse donner des opportunités aux stagiaires. Alors que c'est pas ça. Le tout, c'est qu'il acquiert de la compétence, il acquiert de la technique tout au long de son cursus, mais il faut aussi, en parallèle, le former à son futur métier, et c'est aussi le valoriser pour lui donner envie, pour le motiver, parce qu'il y a une déperdition des stagiaires, c'est à cause de ça aussi. Les gens abandonnent parce qu'ils sont submergés par le travail, et ils abandonnent parce qu'il n'y a pas de motivation derrière de la part du maître de stage. Et même si on va plus loin, je pense qu'il y a une déperdition aussi même au niveau des diplômés, enfin sur tous ceux qui sont diplômés au DEC, parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre être diplômé et être expert comptable. On peut être diplômé mais ne pas être expert comptable. En fait, on est expert comptable à partir du moment où on s'inscrit à l'ordre. Sinon, on dit qu'on est seulement diplômé d'expertise comptable et pas expert comptable. Et du coup, je pense que, je sais pas si tu as des stats sur ça, mais qu'il y a une déperdition entre ceux qui sont diplômés et ceux qui sont experts comptables, donc c'est-à-dire qui s'inscrivent à l'ordre, que ça soit en étant associé à son propre compte ou associé dans un cabinet. Au final, il y a peu de gens, si on reprend la stat au début sur une classe de 30 qui commence le DCG en même temps, il y en a peut-être quoi ? Il y en a peut-être un ou deux qui finissent un jour par être vraiment expert comptable, à s'inscrire à l'ordre en fait. Et puis tu peux être salarié et être inscrit à l'ordre aussi. Et on voit bien que finalement la plupart des salariés diplômés d'expertise comptable ne le sont pas. Parce que c'est un coût supplémentaire, parce que ça induit des cotisations qui sont obligatoires. Donc on n'a pas... on a ça et on a ce problème on se dirige vers l'entreprise où on ne se lance pas, où on reste salarié. Et c'est un problème qui est aussi... alors, il ne faudrait pas que je te dise de bêtises. En vrai, j'ai pas les chiffres en tête. Ce qui serait important de voir, peut-être, c'est le nombre de personnes qui passent le diplôme ou qui sont diplômées et de voir à la prochaine commission combien il y a d'inscrits. Alors ça, je crois que j'ai l'info. Enfin, en fait, c'est compliqué parce que je crois que même l'ordre n'a pas vraiment l'info. Je crois que c'est un tiers. Mais parce qu'en fait, il faut prendre en considération que c'est pas forcément... si tu es diplômé admettons, en juillet, tu vas pas forcément t'inscrire l'année qui suit. Donc en fait, à chaque fois, tu as un décalage. Est-ce que... Enfin, tu peux t'inscrire 2-3 ans plus tard, par exemple. Donc ça serait bien que l'ordre fasse une étude comme ça, de savoir cette personne qui s'inscrit, depuis quand elle est diplômée. Moi, quand j'avais fait mon enquête dans le cadre du mémoire... Tu
peux rappeler sur quoi tu avais fait ton thème de mémoire? L'accompagnement des femmes experts comptables dans leur ascension professionnelle en proposant de mettre en place un mentorat entre consoeurs. Et donc je me suis posé la question de savoir combien de temps après le diplôme on s'inscrit, quand on est inscrit bien sûr. Et donc déjà il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui s'inscrivent. Et au niveau des diplômés, est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes diplômés à peu près? Alors oui, tout à fait. Elles sont autant que les hommes à présenter le diplôme et elles sont quasiment autant de diplômés. Sauf qu'en fait, j'ai remarqué aussi dans cette enquête que même quand les femmes s'inscrivent, elles s'inscrivent plus tardivement après le diplôme que les hommes. Souvent, les hommes, ça va être dans les 5 ans qui suivent l'obtention du diplôme, alors que les femmes, ça va être sur une durée supérieure à 5 ans. Je pense qu'il y a aussi peut-être le fait est qu'en général, quand on est diplômé, c'est à peu près aux âges 25, 30, 35. Et c'est aussi les âges où potentiellement on achète une maison, on fait des travaux, on a des enfants. Et peut-être que ça joue aussi, puisque comme on sait aujourd'hui que même si les choses ont tendance à bouger, on est un peu, on va dire, qu'on a quand même un rôle important à jouer auprès des enfants quand on est une femme. Et c'est aussi un rôle que nous assigne un peu la société, nous le rappelle, comme on en parlait un peu en off, que même quand on a des enfants, sur la fiche contact, quand on met le nom du père et le nom de la mère, c'est toujours la mère qu'on va appeler. Donc en fait, même si les choses bougent, la société un peu nous rattrape parfois pour nous dire que tu es la femme et donc tu es en charge des enfants. Donc je pense que ça joue aussi, cet aspect maternité dans la vie pro. Si tu obtiens ton DEC et puis que tu as des projets peut-être d'enfants, tu te dis l'association Créer mon cabinet, je verrai plus tard. Est-ce que c'est un aspect que tu as traité peut-être dans ton mémoire, l'impact de la maternité justement sur la vie professionnelle des femmes ou pas du tout? Alors, je l'ai traité, mais alors pas dans cette proportion-là. Ça a été plus de savoir si la maternité était un frein dans leur ascension. Et en fait, ça concerne pas que les experts comptables, ça concerne aussi bien les collaborateurs. Donc la maternité, c'est un frein, quoi qu'il arrive, dans la plupart des cabinets. Mais c'est un frein que les femmes vont se mettre elles-mêmes, parce qu'elles justement, elles vont culpabiliser en se disant je vais pas faire carrière, je veux faire un enfant. Qu'il faut choisir entre carrière ou Exactement. Vie familiale. Et oui. Mais il y a aussi le fait, et on en parlait également en off, qu'il y a quand même un plafond de verre, donc une barrière qui est invisible et qui permet qui empêche plutôt la femme de monter, parce qu'on est aussi dans une profession qui est encore très masculine, et qu'il y a une sorte de cooptation masculine qui se fait, parce que on a encore des experts comptables dirigeants qui sont des hommes et qui naturellement, entre une femme stagiaire ou un homme stagiaire, vont par légitimité, on va dire, se diriger plutôt vers quelqu'un qui lui ressemble. C'est ça. Et puis, petite anecdote pour le podcast, du coup, c'est que donc moi, quand j'ai cherché des intervenants, même sans le vouloir, en fait, j'ai contacté à peu près autant d'hommes que de femmes. Et en fait, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai eu quasiment tous les hommes qui m'ont dit oui. Et en fait, les femmes qui ne répondaient pas ou qui me disaient non. Et je me suis retrouvée à avoir au début 6 hommes et une femme, alors que c'était pas du tout les proportions dans lesquelles j'étais partie au départ. Et donc j'ai demandé à Vanessa et à d'autres personnes s'ils connaissaient justement des femmes qui pouvaient partager leur parcours aussi, parce que c'est important de pouvoir se projeter, que si on n'a que des figures masculines, de pouvoir se dire c'est une femme, en plus là, elle est en reconversion, elle a eu 3 enfants, et de se dire que c'est possible, parce qu'en fait si on n'a que des
des modèles masculins, même inconsciemment, on va se dire, en fait, c'est pas fait pour moi. Oui, et puis la femme va pas vouloir se mettre en avant. C'est ça. Que enfin, c'est un peu se dévoiler Et dans le puis, podcast, prendre du temps aussi pour le faire. c'est ça, elle va c'est ce que j'allais dire, où justement elle va pas prendre ce temps parce qu'elle est rattrapée par son quotidien en fait, parce que la plupart des femmes, donc elles doivent assurer leur carrière, elles doivent assurer leur vie familiale, et ça prend énormément de temps. Et comme notre métier d'ailleurs, qui est aussi notre principale ressource, donc c'est un peu compliqué. On a un peu une distorsion à cause de cette notion de temps, ça nous rattrape. Et, euh, et tout ça pour dire que elle va pas prendre ce temps, pas parce qu'elle ne veut pas, mais un peu par, elle va subir en fait son quotidien. De prendre ce temps, c'est un peu du temps pour soi aussi, de penser à autre chose que potentiellement se voir en tant que mère ou se voir en tant que collaboratrice ou stagiaire ou expert comptable, d'essayer tu vois, de raconter son parcours. Enfin, c'est plus du temps que tu prends pour prendre soin de toi. Et en fait, des fois, c'est... Enfin, je veux dire, au niveau de la santé mentale ou autre, et c'est peut-être du temps des fois qu'on n'a pas ou qu'on prend pas aussi. Oui, parce que là, bon, ça nous fait comme une sorte de thérapie, mais c'est aussi un moment où on échange et on partage pour aider les autres aussi. Parce que ça, c'est super important. Et c'est un peu... je regardais hier une émission où il y a une femme qui est venue témoigner parce qu'elle est enfant de femme battue, et elle disait, ce qui est important, c'est de parler. Ça aide les autres. Et là, nous, c'est pareil. On prend ce temps pour parler, pour pouvoir aider les futurs, les étudiants, les Futur futurs cancer aussi. consoeurs, confrères. Et est-ce que du coup tu penses que c'est possible de concilier vie pro et vie perso quand on va dire on veut entre guillemets faire carrière, même si j'aime pas ce mot, admettons qu'on veuille être expert comptable, enfin oui c'est possible, enfin quel est ton avis là-dessus? Ah bah moi, j'y crois. J'y crois, et pour moi, tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut très bien euh, faire carrière et équilibrer, qui est compatible avec sa vie familiale. Mais je pense que c'est un choix aussi, enfin, notamment au niveau du conjoint, entre guillemets. Enfin, si on veut pouvoir se consacrer, nous aussi, à notre vie pro, c'est aussi avoir un conjoint qui, lui, peut-être accepte d'avoir de prendre son rôle, je veux dire par exemple de père si on est dans un couple hétérosexuel, de plus de mieux répartir en fait les rôles et qu'on soit pas le seul parent Alors je vais mettre un bémol à ce que tu dis, parce que faire carrière, à mon sens, c'est pas forcément faire des heures. Donc logiquement, euh, pareil, hein, donc c'est mon ressenti. Pour moi, je pense qu'on peut faire carrière sur 35 heures, et puis sans avoir justement... Alors, c'est essentiel qu'il faille partager les tâches domestiques et la gestion des enfants et tout ça, mais pour moi, on peut faire carrière sans forcément faire des heures de malade. Généralement, on assimile un dirigeant à quelqu'un qui n'est jamais présent. Sauf que, en vrai, tout dépend du comment tu travailles, comment tu t'organises, comment tu souhaites travailler, tout dépend de tes valeurs. et on en parlait aussi, toi c'est quelque chose que tu rechercherais par exemple de faire des semaines de 4 jours au lieu de 5 et tu penses que c'est possible d'avoir un tel rythme en cabinet parce qu'on entend beaucoup de dire oui en cabinet il faut faire des heures, il faut faire plein d'heures sup, payées ou pas payées d'ailleurs, ou pas récupérées non plus. Donc toi tu penses qu'on n'est pas obligé de passer son temps au travail pour être bon dans ce qu'on fait? Non, et puis c'est néfaste de passer tout son temps au travail. Bien sûr, il y a des bons moments, mais quelqu'un qui travaille 4 jours par semaine, il a un jour off dans la semaine.
ça lui permet aussi d'être productif, ça lui permet aussi de... on lui dit, t'as 4 jours pour faire ton travail au même salaire. Bon, tu te démènes comme tu peux et comme tu veux, tu vas remplir ton objectif parce que tu sais que derrière, tu auras un jour supplémentaire où tu vas pouvoir aller profiter avec tes enfants. Donc, alors là, c'est sûr que du coup, les 35 heures, c'est un peu limite sur les 4 jours, mais voilà, ton collaborateur ou même toi, tu vas te démener, tu auras aussi le sentiment qu'on te fait confiance puisqu'on te laisse gérer comme tu l'entends et tu vas être forcément plus productif derrière et plus performant. Enfin, c'est ce que je pense. Et est-ce que tu peux expliquer du coup pourquoi tu voudrais, toi par exemple, pourquoi tu penses que ce serait plus pertinent d'avoir une semaine de 4 jours parce que tu as d'autres activités en plus de ton job en cabinet? Est-ce que tu peux expliquer un peu, c'est en rapport avec ton mémoire, mais... Moi, effectivement, pour moi, le métier, je veux l'exercer effectivement en cabinet pour partie, mais je ne veux pas faire que ça. Je veux pouvoir transmettre, donc que ce soit par l'enseignement, mais c'est aussi par l'expérience, et notamment donc, par le mentorat avec le projet de l'Association des femmes experts comptables, parce que moi, durant mon cursus, je me suis sentie trop seule parce que j'avais personne, donc comme j'ai dit, qui était du milieu ou qui avait le niveau d'études. Donc ça m'aurait fait du bien d'avoir quelqu'un, un modèle ou une référence qui m'accompagne pour pas que je lâche. Bon, j'ai pas lâché, mais peut-être que je fais partie d'une exception parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent parce qu'ils se sentent seuls, ils se sentent largués. Et pour moi, c'est important d'accompagner pour qu'on les garde jusqu'à la fin du cursus, mais aussi pour valoriser l'image de la profession. Et tu penses que peut-être qu'il y a plus de décrochage chez les femmes que chez les hommes? Tu as peut-être des stats là-dessus ou pendant le stage? En fait, moi, j'ai pas eu de stats par rapport à l'enquête, j'ai pas eu de réponse là-dessus. Par contre, il y a une thèse qui a été écrite par une femme qui s'appelle Johanna Lupu, qui avait fait justement tout un travail sur la déperdition. Et effectivement, les femmes, et d'ailleurs Françoise Savès aussi, dans son livre sur la parité, en avait parlé. On a une déperdition des femmes parce qu'on arrive à l'âge de la maternité. Donc, la plupart du temps, peut-être, elles tombent enceintes durant le stage. Donc, finalement, elles ne vont pas jusqu'au bout. Elles ne passent pas le diplôme. Ou, il y avait quoi d'autre comme raison ? C'est ça. Ah non, et puis, il y a l'épreuve aussi du mémoire qui nécessite, encore une fois, du temps. Et quand on est mère ou qu'on est femme en couple, forcément, c'est plus compliqué. Même quand on est jeune, parce qu'on a envie d'aller faire la fête. Donc, voilà. Mais c'est vrai que chez les femmes, il y a une déperdition à ce moment-là, c'est au niveau du mémoire. Mais c'est vrai que la profession d'expert comptable, le diplôme, en tout cas le mémoire, je crois que c'est un des seuls, après je connais pas tous les cursus, mais un des seuls cursus où le mémoire n'est pas intégré, on va dire, dans les 3 années. C'est-à-dire qu'il faut prendre sur son temps perso, donc le soir, les week-ends, pendant ses vacances, pour faire son mémoire. Alors que j'ai plus les exemples en tête, mais par exemple, quand on rédige une thèse, on a des jours dans sa semaine qui sont alloués justement pour travailler dans son mémoire. Et dans le cas de l'expertise comptable, c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment prendre sur son temps perso, donc c'est un réel investissement. Et je pense que c'est là aussi, ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse déperdition parce qu'en fait, souvent, les personnes passent leurs 2 épreuves écrites et ensuite se laissent du temps pour passer le mémoire et des fois n'ont pas le temps ou ne trouvent pas le temps pour écrire ce mémoire de 100 pages. La démotivation, parce qu'il suffit qu'après, entre-temps, tu aies les résultats des écrits et puis que c'est pas glorieux, tu te dis, il faut que je mise tout sur le mémoire. C'est compliqué. Et puis, c'est pareil, quand tu es mère... Bon, après, je parle de ma propre expérience, c'est pour ça que je dis ça, mais tu te retrouves au mois d'août avec tout le monde en vacances et puis toi, tu dois rédiger ton mémoire. Oui, c'est compliqué.
Et ce qui est compliqué aussi, c'est que quand tu le loupes et que tu es mi-janvier et que tu as jusqu'au 28 février pour faire ta V2, et que tu as toujours cette notion de temps qui te rattrape parce que tu rentres en période fiscale, parce que tu as des enfants, et qu'il te reste qu'un mois pour faire ta version 2, bah, je comprends qu'il y ait beaucoup de femmes qui abandonnent. Parce que toi, ça a été ton cas, du coup, tu as échoué à tes épreuves de deck. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé? Quelle a été ta réaction? Mon vrai ressenti, c'était l'injustice par rapport aux mémoires. Parce que pour le mémoire, du coup, il y a une note éliminatoire à 10, c'est ça? Une note éliminatoire à 10, tout à fait. Et donc j'ai eu 7, que j'ai pris comme une note punition, mais bon, ce n'est que mon ressenti, bien sûr. Je ne suis peut-être pas objective sur le sujet, pour le coup. Mais oui, grosse douche froide. Et puis, j'ai passé les écrits en même temps, sauf que j'ai pas eu 10. Donc, ça voulait dire qu'il fallait que je repasse les 3 épreuves. Oui, parce que c'est spécifique, vraiment, les épreuves du deck. Il y a une histoire de compensation entre les sessions. Si on passe les 3 épreuves en même temps, on peut compenser les 3. Et si on ne les passe pas en même temps ou qu'on veut les reporter, c'est un peu spécifique. Par exemple, si on passe que les 2 écrits, ce qui arrive le plus fréquemment en tout cas, c'est que on passe les 2 écrits à une session et environ 6 mois plus tard, à la session suivante, on passe le mémoire. Sauf que je crois que si on n'a pas... donc si on passe les 2 écrits et qu'on n'a pas la moyenne de 10, si on n'a pas, en faisant jouer les coefficients... Non, tu peux plus compenser. Ça a changé? La seule compensation possible, c'est quand tu passes les 3. Si tu passes les 2 écrits, il faut que tu aies 10, au moins. 10 en moyenne en tenant compte des coefficients 10 aux écrits. Voilà, on parle de valider, tu sais, un peu comme à l'Intec. C'est valider. Mais par exemple, si tu as 9 en révision et 14 en déonto, tu valides. Je crois pas. Il faut avoir 10 en déonto et 10 en révision. Ouais, tu revérifieras. Parce que révision, c'est quand même une épreuve qui n'a pas un très bon taux de réussite. Je crois que la moyenne, c'est 9. Donc, c'est pour ça que, justement, ils incitent à passer les 3 en même temps. Il me semble que c'est ça, tu revérifieras. Oui, je revérifierai. En tout cas, toujours est-il que... En tout cas, si tu n'as pas 10, tu ne peux pas reporter tes notes. Donc toi, c'était ton cas? Donc voilà, c'était mon cas. Et puis, pas de note éliminatoire aussi. Parce que si tu as... 6 ou 10 pour le mémoire. Voilà, si tu as 15 au mémoire et puis 5 en déonto, tu passes pas. Du coup... Donc là, c'est la douche froide quand tu as les résultats. Ah oui, douche froide. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lâche tout? Maintenant qu'on est si près du but. C'est ça. Alors, au début, tu es envahi par le sentiment d'injustice. Mais c'est comme un deuil un peu. C'est exactement ça. Tu passes par les étapes du deuil. Et puis, mais tu crois pas. Enfin, t'as pas la phase où tu as encore le doute. Non, c'est une erreur. Non, tu sais que tu l'as pas, c'est mort. Donc, t'as pas cette phase-là du deuil. Et après, tu as un seul mot, c'est résilience. Donc, tu te relèves et puis tu mets les moyens pour y arriver. Et donc, pour ça, il te reste 1 mois et demi. Si tu as une vie de famille, un travail, c'est compliqué. Donc, moi, mon organisation, c'est que tu travailles sur ton mémoire de 6h du matin à 8h. Après, tu t'occupes des enfants, tu les emmènes à l'école, tu vas travailler. Le soir, tu les récupères, tu les jettes. Non, tu leur donnes... tu les couches et après, tu retournes bosser sur ton mémoire. Et puis, le week-end, tu fais que ça. Donc... Mais jamais 203, au final, ton DCG, tu l'avais pas eu du premier coup, ton DCG non plus. Donc t'es constante finalement. Finalement, je suis constante. Franchement, en vrai, j'avais foi de le valider du premier coup parce que j'y croyais vraiment. Et je pense aussi que ça a joué sur ma déception à moi. Mais c'est pas grave. Après, c'est là aussi où c'était bien, c'est que je me suis dit, c'est l'opportunité d'améliorer ce que j'avais fait.
Oui, c'est ça, parce que du coup, la question que je voulais te poser, c'est quand on échoue au mémoire, là par exemple, est-ce que tu es obligé de remodifier ton écrit? Est-ce que tu peux simplement modifier ton oral? Comment ça se passe? En théorie, tu es censé quand même prendre en compte les remarques du jury. Alors, tu as des soutenances où tu le sens tout de suite et tu as déjà un peu des pistes d'amélioration qui te sont données par les remarques qui te sont faites. Enfin, c'est pas direct, c'est plutôt fait de façon indirecte. Et puis, tu as la feuille de notation où tu as les remarques qui sont faites. Donc, logiquement, tu dois prendre en compte ces remarques pour repasser ta version suivante du mémoire. Et puis, tu as la possibilité de conserver ton jury initial ou bien de le changer. Donc ça, c'est vraiment au choix. Il ne faut pas redéposer une notice pour le changer. On peut choisir de changer de jury. Oui, tout à fait. Ok. Et donc pour les écrits, tu les as retravaillés ou comment tu as procédé? Oui, alors du coup, les écrits, vu que c'était un peu plus loin, il n'y avait pas la deadline du 28 février, donc je m'y suis penchée plus après. Donc il a fallu se remettre quand même à jour au niveau de la déontologie. Pendant la période fiscale en plus, Pendant la période tu fiscale. passais à la session de mai. Exactement. Et puis faire toutes les sessions de formation possibles qui existent dans la profession pour nous aider. Donc rebelote, les week-ends, sessions révision et puis entraînement. Yes. Donc du coup là tu as passé les épreuves en mai et au moment où on tourne on est début juin donc on n'a pas encore... On n'a pas encore les résultats. Non. Bon, on espère qu'ils seront positifs. On espère aussi. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? T'as rechangé de cabinet par rapport au cabinet dans lequel tu étais en stage? Oui, donc après, j'ai voulu changer de cabinet et ma condition, c'était d'avoir un cabinet qui me forme à mon futur métier. Parce que, comme je disais, moi, je ne me sens pas capable demain, si diplômée, de poser ma plaque et d'accueillir des clients. J'ai besoin, et je pense que c'est tout le monde. Après, tu as des gens qui sont plus courageux que d'autres. C'est une question de tempérament aussi. Mais on a besoin de savoir quand même où est-ce qu'on va, comment procéder et surtout l'aspect commercial finalement, parce qu'on a cette casquette-là aussi. Tu reçois un prospect, il faut pouvoir aussi avoir les arguments qui permettent de te différencier des concurrents parce il y a quand même beaucoup de concurrents. Mais ça, c'est quelque chose aussi peut-être qui n'existait pas vraiment il y a 10-20 ans parce qu'en fait les clients venaient tout seuls, enfin c'est encore le cas mais ça a tendance à s'amoindrir parce que notamment il y a des plateformes qui sont en ligne qui proposent de la compta et du coup il faut en fait l'expert comptable devient vraiment un vrai chef d'entreprise et il doit avoir une stratégie marketing, il doit être bon en marketing, en commercial et pouvoir vendre des services à son client et notamment ce qu'on le disait, le client certes, il y a l'obligation légale de faire un bilan, mais plus que ça, c'est tout ce qu'il y a autour qui l'attend. Et donc, si on n'est pas formé à ces missions et si on ne sait pas comment les vendre, à qui, comment, où, à quel prix, finalement, c'est compliqué de s'installer. C'est très compliqué. D'autant plus qu'il y a quelques années, on n'avait pas ce problème-là parce que les clients venaient aussi beaucoup par le bouche à oreille. Aujourd'hui, on a les réseaux, les sites internet et d'ailleurs même pour recruter on a beaucoup de gens de la génération Y, on va avoir les Z qui vont arriver, enfin qui sont déjà en train d'arriver et ils ont ce côté-là j'ai envie de dire numérique, digital. Donc digital, comment on dit digital native, non ? Ouais, voilà, c'est ça, qui sont nés, par exemple, comme moi, puisque je suis née en 98, j'ai toujours quasiment connu les ordinateurs. Donc, en fait, on est habitué à voir comment ça marche, qu'est-ce qu'on attend, nous, en tant que consommateurs, quand on fait une recherche sur Google, on utilise tout le temps notre portable. Exactement. Pour nous, ça paraît évident.
Et justement, et aujourd'hui, c'est ça. Et les clients, comme les collaborateurs qu'on va recruter, quand ils vont chercher un cabinet d'expertise comptable, ils vont taper sur Internet et puis ils vont regarder le site Internet ou ils vont regarder les avis. Puis il y a les réseaux sociaux aussi. Donc c'est super important maintenant dans la formation d'intégrer aussi cet aspect-là. Parce que c'est la nouvelle société, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc il faut le faire dès maintenant. Et donc là, on peut dire que tu es chef de mission. Ouais. Et quelles sont tes missions exactement? Qu'est-ce que tu fais? Alors du coup, donc, je suis expert comptable mémorialiste, c'est ça qu'on dit. Et donc, en vrai, c'est juste un titre qui n'est pas reconnu en cabinet. Parce que ta signature de mail reste collaborateur ou chef de mission. Donc ça ne change rien tant que tu n'as pas le diplôme. Parce que c'est important de le dire. Ouais, tu n'as pas le droit de dire que tu es expert comptable ou diplômé d'expertise comptable. Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours frustrée, même en tant qu'expert comptable stagiaire. Donc là, tu veux dire qu'on n'a pas le droit de marquer dans sa signature qu'on est expert comptable stagiaire, par exemple? Eh bien, on peut, je pense. Enfin... Oui, mais c'est pas reconnu auprès du client. Et au contraire, ça va peut-être te dévaloriser dans le sens où il va se dire il est stagiaire, je comprends pas, je croyais qu'il travaillait à plein temps. C'est pour ça que maintenant on les appelle que les mémorialistes. Ouais, mais... Ça vient de changer, je crois que l'annonce officielle a été faite il y a quelques jours récemment. En fait, auparavant, on disait expert comptable stagiaire pendant les 3 ans de stage. Et quand on avait fini les 3 ans de stage, en gros, on était expert comptable mémorialiste. Et maintenant... en tout cas, l'appellation publique est censée changer. En fait, on est censé être expert comptable mémorialiste tout au long des 3 ans et même après, justement, pour aussi plus se valoriser auprès du client. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment avoir l'effet escompté. Alors, je pense que ça peut avoir l'effet escompté à condition que dans les signatures de mail ou quand on te présente à ton client, on te présente en tant qu'expert comptable mémorialiste. C'est ça, expliquer au client aussi ce que c'est et que ça veut dire qu'on se destine à être expert comptable. C'est ça, on se destine. Déjà, il y a ça que le client doit savoir quand même, parce que je pense que ça peut être important. Et puis il y a une histoire, c'est tout bête, mais de crédibilité. Et puis quand tu vas dans ta signature de mail, alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais vu à aucun moment durant mon cursus de stage, pourtant j'ai fait donc 2 cabinets, à aucun moment on m'a mis dans ma signature de mail expert comptable mémorialiste ou stagiaire, peu importe. Et je me suis toujours demandé pourquoi, alors qu'en fait ça peut avoir un impact, ça peut dire, ça donne de la crédibilité en fait. On n'est pas un collaborateur lambda. Mais je pense que ça, c'est un vrai sujet. C'est qu'en fait, tu vois, ça rejoint un peu la question de la rémunération où on me dit combien tu gagnes quand tu es expert comptable stagiaire alors qu'au final, tu restes un collaborateur lambda la plupart du temps ou chef de mission. Enfin, je veux dire que expert comptable stagiaire, c'est plus un statut en plus de ton job. Et je pense qu'il est là aussi le problème, c'est qu'on ne distingue pas assez justement, par exemple, quelqu'un qui est collaborateur et qui n'est pas en stage d'expertise et quelqu'un qui est en stage et donc potentiellement, justement, qui se destine à être expert comptable. Et normalement, c'est quasiment 2 postes différents parce que ce n'est pas les mêmes problématiques. Et comme tu le disais, peut-être que les stagiaires d'expertise comptable devraient plus être impliqués dans tout ce qui est l'organisation du cabinet, peut-être revoir la stratégie du cabinet, que ce soit au niveau commercial, marketing, RH, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour soulager les équipes, pour attirer des nouveaux talents dans nos cabinets, enfin des sujets en fait de chef d'entreprise si on se destine demain à ouvrir un cabinet qu'on devra gérer. Ah mais c'est sûr. Et pour en revenir sur l'histoire de la signature aussi, parce que c'est important, souvent quand le client est habitué à avoir affaire à l'expert comptable ou ce genre de choses, ou quand il a une question qui est assez technique, donc naturellement il va se diriger vers la personne expert comptable parce qu'il y a quand même cette notion de c'est lui le sachant, donc plutôt qu'à la collaboratrice. Donc peut-être même des fois pour des questions
auxquelles pourrait répondre le collaborateur. Parce qu'en fait, le client ne se rend pas compte si sa question est compliquée. Il a toujours l'impression que sa question est hors norme et super compliquée, alors qu'en fait, c'est une question qu'on reçoit quasiment tous les jours. Et des fois, il va la poser à l'expert comptable justement parce qu'il se dit oula, c'est un sujet compliqué, je vais peut-être plutôt demander aux sachants, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que c'est un peu la vision qu'il en a. Et donc, de présenter son stagiaire en tant que futur confrère ou consoeur, euh, ou même en signature de mail, ce qui peut paraître anodin pour certains, mais qui peut être important pour d'autres, euh, permet aussi au client de se dire, bah, je vais peut-être pas déranger l'expert comptable, elle ou lui doit apprendre, je vais lui poser la question à lui parce que bah, il sait qu'il y a un niveau technique qui est censé être supérieur et donc potentiellement il aura la réponse à la question. Donc ça peut aussi décharger les experts comptables qui sont en haut, mais il y a plein d'enjeux en fait dans cette appellation qui est anodine. Et même si ça me refait penser à une question que je voulais te poser, justement, je pense qu'en effet, les mots qu'on emploie sont importants. Moi, j'essaye, tu vois, d'utiliser le terme experte comptable ou experte comptable stagiaire. C'est quelque chose que j'utilisais pas du tout avant et que j'ai vu une fois sur un profil, sur LinkedIn sûrement. Et je me suis dit, mais oui, en fait, quand on est une femme, on met un E à la fin des mots. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est important pour toi ou tu penses que c'est pas grave, avec ou sans eux, ça change pas grand-chose? Je t'avoue, j'ai pas réfléchi à cette question. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, en vrai, pour moi, ça n'a pas d'importance parce que, comme je l'ai dit, je l'ai fait à la base pour le titre. Donc, peu importe le titre, expert ou experte, c'est juste cette reconnaissance. Après, ce qu'il faut féminiser, franchement, j'ai pas d'avis. Je pense que chacun fait comme Ouais, il il y veut. a des gens pour qui ça va être important, comme je disais pour moi, durant mon stage, ça aurait été important pour moi d'avoir en signature de mail que j'étais expert comptable stagiaire. C'est propre à chacun. Et donc maintenant, tu es en cabinet. Si jamais tu étais diplômée du DEC, là, à la session qui arrive ou plus tard, peu importe, quels seraient tes projets? Du coup, tu voudrais créer ton propre cabinet. Donc on dit ex nihilo, quand on le crée, on part de zéro. Tu voudrais peut-être racheter un cabinet existant, t'associer. Est-ce que tu y as réfléchi ou pas encore? En fait, j'y réfléchis depuis le début de mon cursus. C'est-à-dire que quand j'ai repris, je me suis dit aussi, être expert comptable, c'est aussi pouvoir être indépendant et donc travailler comme je veux. Donc, limite, j'installe mon bureau chez moi, je peux m'occuper des enfants et tout. Voilà, ça, c'était mon idée de départ. Après, je me suis dit, euh, j'aimerais m'associer parce que j'ai pas envie de travailler toute seule. J'ai besoin de vie sociale et, j'aime les interactions, donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un. Et ne serait-ce que le partage d'expérience, on en revient au mentorat, c'est important d'être accompagné. Et c'est encore mieux d'être accompagné par quelqu'un qui a déjà vécu l'expérience. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le néant. Parce que déjà, je ne connais pas toutes les facettes, toutes les possibilités d'exercer le métier. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai envie d'exercer en cabinet, mais je veux pouvoir être libre de mes mouvements dans le sens où concilier sa vie pro-perso, mais aussi apporter à la profession, comme je disais, par l'enseignement et par l'accompagnement, par le mentorat, où ça se trouve, je vais avoir une autre idée qui va me venir et j'aurai envie de l'exploiter. Mais mon but, c'est d'exercer, d'accompagner à la fois les clients, mais aussi les futurs diplômés. Et du coup, si on en revient à la Vanessa qui avait 20 ans, qu'est-ce que tu dirais à la petite Vanessa qui a 20 ans, qui travaille dans les maisons de retraite? Ah bah, c'est chaud quand même, parce que en plus à 20 ans, j'étais enceinte. En vrai, je sais pas.
pense qu'en vrai, il faut... Je sais pas ce que je lui dirais, mais... En fait, finalement, elle va y arriver. Bah, en tout cas, elle se donne les moyens. Donc, il n'y a pas de route tracée ou... En fait, on peut venir de la... Enfin, c'est un peu border ce que je veux dire, mais on peut venir de la misère et quand même monter. C'est juste une question déjà de motivation, de détermination, j'ai envie de dire, parce que la motivation, des fois, elle est là, mais c'est pas suffisant. Et toi, tu étais plutôt déterminée parce que Ouais. on va dire que pas, en tout cas, tes diplômes, tu les as pas obtenus du premier coup, mais pourtant, tu n'as pas lâché. Et ce qui fait qu'au final, tu es là. Alors que si tu avais lâché au DCG, par exemple, quand tu l'as pas obtenu, tu te serais dit, bon, c'est impossible. Et finalement, en fait, tu en étais capable. Oui, je pense que c'est la détermination, c'est important. Il n'y a rien qui est fatal. Euh, on peut toujours se relever. C'est pas parce que on est sorti d'école qu'on ne peut pas y retourner. Alors c'est sûr, hein, c'est difficile. Et l'avantage du cursus de l'expertise comptable, c'est que tu peux reprendre à n'importe quel âge. C'est ouvert à tous. Enfin, c'est hyper modulable. Tu peux passer tes yeux quand tu veux. En candidat libre. En candidat libre, via l'Intec notamment, parce que c'est quand même aujourd'hui le seul qui propose des modules comme ça à la carte et qui est reconnu quand même dans la profession. Et c'est super avantageux parce que j'avais rencontré à l'Intec justement une femme plus âgée que moi qui a eu son DCG en 4 ans, je crois, et puis le DSCG en 4 ans aussi, parce que chaque année, elle passait une UE. Donc, en fait, l'avantage de ce cursus, c'est que tu peux faire vraiment comme tu veux. C'est très libre. Si tu veux faire un petit bout là et que tu veux reprendre après, bah, tu peux le faire. Et l'avantage, c'est que tu peux faire après ce que tu veux en tant qu'expert comptable. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, expert comptable, ça veut tout rien dire, parce qu'au final, d'un expert comptable à l'autre, il peut faire des choses qui sont complètement différentes, que ce soit au niveau des missions, au niveau des clients, au niveau de l'organisation du cabinet. Il y en a qui touchent qu'à l'organisation du cabinet, qu'au commercial, qu'à la qualité de la production. Enfin, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut même mettre prof. C'est aussi du coup l'objet du podcast, de dire qu'on est le DEC ou pas forcément. En fait, on peut faire plein de choses différentes. Et j'ai eu une question du coup des auditeurs qui demandaient est-ce que toi tu as ressenti des freins en tant que femme du coup, qui souhaitent peut-être aller jusqu'à l'expertise ou pas du tout? En cabinet ou... En général, peut-être ça peut être aussi peut-être de ton entourage mais c'était peut-être pas forcément en tant que femme. Est-ce que tu as senti peut-être des différences comparées à des homologues masculins, ou est-ce que tu t'es sentie, je sais pas, peut-être qu'on a préféré à certains moments donner certaines missions à des hommes? En fait, non, moi je ne l'ai pas ressenti directement parce que à chaque fois j'étais pas confrontée, j'avais pas en fait le même niveau que moi qui était masculin, même pas femme d'ailleurs. Souvent j'étais la fille qui préparait toujours le diplôme, et puis j'étais la seule parce que j'ai fait essentiellement donc du petit cabinet. Aujourd'hui, je suis dans un cabinet où finalement, en termes de directeur, c'est assez mixte. Donc il n'y a pas vraiment de frein là-dessus. Je pense que c'est aussi souvent des freins qu'on peut se mettre soi-même. De plus en plus, je pense qu'il y a des freins qui tombent du côté externe, mais forcément, on continue de s'en mettre. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, avec Mélissa Demandre, qui avait fait... c'était quoi? C'était un atelier qui disait oser prendre sa place. Oser prendre sa place, qui était destiné aux femmes, parce qu'en fait, on a plus tendance à attendre. Tu faisais le parallèle avec... le syndrome du prince charmant. Ouais. On attend qu'on nous donne le droit ou qu'on nous donne l'autorisation de faire des choses. Ou qu'on nous propose. Alors qu'en fait, il faut oser demander, oser
prendre sa vie en main, mais ça c'est valable pour tout le monde, qu'on soit homme ou femme, de pas attendre de faire des missions à valeur ajoutée, attendre pour s'inscrire au stage, attendre, et puis à la fin, si on attend trop, c'est ça. on en revient au contraste du temps qui est problématique, puisqu'à la fois c'est notre principale ressource, puisqu'on vend du temps, mais c'est aussi un frein énorme dans l'évolution, que ce soit homme ou femme, mais une évolution dans le cursus, mais aussi en dehors du cursus, dans la montée en grade en interne. Il y a un vrai sujet au niveau du temps. En tout cas, ça va bien clôturer l'épisode. Merci pour ton temps, en tout cas, Vanessa, de m'avoir accordé du temps. Je sais que tu es pas mal occupée entre tes différentes activités. Et puis, j'espère que ce témoignage aura été enrichissant, surtout que c'est une reconversion. Donc, c'est un super parcours que tu as réussi à accomplir. Puis, on te souhaite d'être diplômée en juillet. Tu nous donneras la réponse. Peut-être que j'attendrai justement les résultats pour publier l'épisode et puis je mettrai en barre d'infos si tu l'as obtenu ou pas. J'espère qu'on croise les doigts. Ouais. Merci à toi, Julie, d'avoir fait tout ce chemin. J'ai fait 1 heure de route. Je suis sur Paris, mais j'ai dû faire 1 heure de transport pour venir jusqu'à chez toi. Mais le jeu en veut la chandelle, il faut aussi savoir donner de son temps et de son énergie pour recueillir des témoignages inspirants. Donc, merci à toi. Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à 2 amis, c'est gratuit. Juste un petit message pour vous dire que les résultats sont tombés et que Vanessa a bel et bien obtenu son DEC. Encore félicitations à elle qui n'a rien lâché. La semaine prochaine, on se retrouve avec Julien, ancien président Annexe Île-de-France. Après un passage en start-up chez Penny Lane, un éditeur de logiciels de compta, il a été diplômé d'expertise comptable il y a 1 an et monte aujourd'hui son cabinet spécialisé en fusion-acquisition. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.